Mes tableaux sont des carrés de soie qui viennent de moi. Mes tableaux sont des petits carrés qui toujours aspirent à faire Véronique. Mes tableaux peuvent être grands, plus grands que moi, me dépasser, pas qu'en taille. Ces carrés sont d'une étendue variable. Ces carrés deviennent surface dès que la main y dépose une marque. Ces carrés sont des surfaces de textile tendues sur un châssis de bois. Ces surfaces sont des devenirs, ces surfaces sont des écrans où est projeté le monde déjà vu, le monde des conventions, du commun. Cet ordre est un parasite pour la surface, un hôte intempestif, un enclos pour la tête. La surface doit donc être dégagée de tous les ready-made que la tête lui destine. La tête doit faire silence de tous ces bruits, en extraire les fadaises, neutraliser les images toutes faites, que la surface anime dans la tête. Pour la tête, la surface n'est jamais blanche, n'est jamais vide, n'est jamais neutre. La surface est occupée par tout ce que la tête connaît, ce que la tête sait de toute surface. Pour faire son chemin sur la surface, imposer son premier trait, la main doit se faire balayette, porte-voix, sur cette surface déjà lourde de ce que la tête a appris. Le premier trait pour la tête est un lancer, lancé par la main loin sur la surface. N'importe quel trait peut faire l'affaire, car la surface appelle. La surface appelle la tête. La tête veut commander la main. La tête veut que la main agite la surface. Agiter la surface pour y voir autre chose que les formes ordinaires. Agiter la surface pour sortir de tous ces lieux communs. La main, par le trait, doit casser la glace, cette glace sur la surface qui réfléchit le monde conventionnellement. Pour faire un trait sur la surface, la main dirigée par la tête doit se saisir d'un instrument. La main sans instrument ne peut pas faire un trait sur la surface tendue, sauf si la main est trempée dans un colorant. Une main trempée dans un colorant peut alors être appliquée sur n'importe quelle surface, tendue ou pas. Une main sans instrument peut aussi faire un trait sur une surface tendre. Sur une surface tendre, l'instrument poussé par la main creuse le trait. Quand la surface est tendre, le trait est dans la surface. La main, dirigée par la tête, peut faire un trait dans la terre. La terre est tendre. L'instrument utilisé par la main inscrira son parcours sur la surface tendue si et seulement si la couleur du trait réalisé par l'instrument est différente de celle de la surface. Si le trait est de la même couleur, la tête qui dirige la main ne pourra pas se servir de son parcours sur la surface. La tête se sert d'un trait quand elle sait où sera le trait suivant sur la surface. Généralement, le trait réalisé par l'instrument tenu dans la main est de couleur noire. Mais il peut être de toutes les couleurs, pour autant que la couleur du trait fait par l'instrument soit différente de la couleur de la surface. Quand le trait fait par l'instrument que dirige la main apparaît sur la surface peut emporter la main là où la tête ne le souhaite pas. Le premier trait fait par la main sur une surface peut être fait sans que la tête ne dirige la main. La tête peut avoir besoin d'un premier trait pour se sentir concernée par la surface. Le premier trait peut être fait sans que la tête n'ordonne à la main. Quand la tête n'ordonne pas à la main, cela veut dire que la tête n'a pas d'objectif à donner à la main.
Les objectifs sont donnés à la tête par les formes qui lui arrivent. Des formes toutes faites, des formes déjà vues par la tête. Ces formes ont des mots pour équivalent. La tête ne sait jamais comment les mots lui arrivent. La tête ne sait pas comment les formes sortent des mains. La tête sait un peu plus pourquoi les mots et les formes lui arrivent. Quand un mot arrive dans la tête, le trait peut être fait avec l'aide de la main qui se met docilement au service de la tête. Une main qui est docile est une main guidée par un mot qui est dans la tête. Mais un premier trait peut être fait sur la surface par la main avec ou sans l'aide de la tête. Le premier trait que fait l'instrument guidé par la main sur la surface n'est jamais indifférent pour la tête. Le premier trait raye la surface, le premier trait tranche la surface, le premier trait rend divisible la surface, bouleverse les données de la surface, oriente la tête sur la surface, est indicateur pour la tête. Le premier trait est lu par la tête. Quand il est lu, c'est qu'un mot apparaît dans la tête. Quand un mot apparaît dans la tête, une forme apparaît simultanément. Quand il est lu, le premier trait cesse d'être une rayure sur la surface. Le premier trait peut devenir un bord. Quand le premier trait est un bord pour la tête connaît déjà la position des traits suivants sur la surface. La tête connaît la position des traits sur la surface quand elle est occupée par une forme et son mot. Quand la tête connaît déjà la position des traits sur la surface, la main est prisonnière de la tête. Quand la main est prisonnière, la tête connaît avant la main l'itinéraire des traits sur la surface. Avoir un itinéraire sur la surface, c'est soumettre la main à l'autorité de la tête. La tête est autoritaire. La tête possède les instruments de l'autorité. La tête se croit maîtresse du corps, surtout de la main. La tête règne sur le corps. La tête aime les rituels, les règles aussi. La tête répète ce qu'elle connaît déjà. La tête est un musée banal. C'est la tête qui décide de lâcher ou non la main sur la surface. Lâcher la main, pour la tête, est douloureux. Lâcher la main sur la surface lui fait peur. Elle a peur quand aucun mot ne l'habite, quand aucune forme ne l'habite, quand elle ne sait plus quoi ordonner à la main. Car la tête n'est pas aventurière. Elle aime savoir où va la main sur la surface. En se succédant, les traits, à force d'être bords, deviennent contours. Dès qu'ils sont contours, les traits deviennent définitions. Être définition pour des traits qui se sont succédés sur une surface, c'est copier. Si la forme est déjà dans la tête avant le premier trait, la surface devient une copie de la tête. Copier sur une surface, c'est demander à la main de se soumettre à la tête. Copier sur une surface, c'est demander à la main de faire ce que la tête connaît déjà. La tête connaît par les mots. Dans la tête, chaque mot est associé à une forme. Ces mots et ces formes dorment dans la tête. Le trait sur la surface est un clairon pour la tête. Le trait sur la surface demande un mot ou une forme à la tête. La tête écoute la surface, la tête donne un mot à la surface, avec la forme qui va avec. Quand le mot est accepté par la surface, la tête connaît déjà le futur chemin de la main. Quand la main sait où aller sur la surface, elle copie. Copier, c'est pour la main reproduire la forme induite par le mot qui l'accompagne. Copier, c'est tuer la surface, la faire écran de la tête, la rendre inutile. La main n'y est pour rien, la surface devient miroir de la tête,
la surface est envahie par la tête, la surface se soumet à la tête, la surface cesse d'être une énigme pour la tête, la surface est perdue. Si la tête n'a pas de mots qui l'occupent, alors la main ne peut pas être guidée par la tête. La tête passe la main, la tête lâche la main, la tête peut faire ce qu'elle veut, la main peut faire ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, elle ne le sait jamais. Ce qu'elle veut, elle ne peut pas le savoir, puisque la tête refuse à la surface la livraison du mot protecteur. La main est seule, la surface est seule, la tête aussi. Alors, la main hésite. Sans la tête, la main ne sait pas comment se diriger sur la surface. Quand la main ne sait pas quoi faire de la surface, portant déjà la marque du premier trait, elle se met à tourner en rond. Tourner en rond au-dessus de la surface. Le mouvement circulaire de la main au-dessus de la surface n'est pas un mouvement de panique de la main, abandonné par la tête. Le mouvement circulaire de la main est le signal que sans la direction de la tête, la main doit trouver toute seule son impulsion. La main, quand elle est seule, la cherche en circulant sur la surface. En circulant sur la surface, la main se soumet à un rythme. La surface charge la main, la surface magnétise la main danse. Une fois entrée dans le rythme, la main sait se diriger sur la surface devient le carburant de la main. Pour la main, le rythme est un moteur. Une grosse cylindrée quand la tête n'est plus là. Une fois entrée dans le rythme, la main n'a plus besoin de la tête. La main se fout de la tête. Alors la main peut faire des traits que la tête ne commande pas. On reconnaît qu'une tête ne commande plus à la main quand aucun mot n'arrive dans la tête qui d'habitude dirige la main par les mots. Les mots sont les adjudants de la main. Les traits faits par une main que la tête ne dirige pas s'additionnent sur la surface sans que la tête ne soit aidée par des mots. Dès qu'un mot apparaît, la tête voit une forme qui lui correspond. Dès qu'un mot apparaît, la forme de la chose représentée par ce mot occupe la tête simultanément. Chaque chose, pour la tête, a sa forme. La tête donne des formes à tout, même à ce qui n'en a pas. La forme des choses est une convention. C'est une convention dictée à toutes les têtes. La forme des choses a été apprise par les têtes en même temps que les mots qui les représentent. Pour la tête, le nom est toujours accompagné de la forme qui lui correspond, la forme maternelle. Pour la tête, le nom est commun. Pour la tête, la forme et le nom d'une chose sont une interface commune en copyleft, langue maternelle. La tête est une zone de stockage de mots et de formes. Ces mots et ces formes sont le monde pour la tête. Le monde est extérieur à la tête. Les mots et les formes en sont l'écho dans la tête, l'onde de choc. La tête a beaucoup de choses représentées en dépôt. Représenter veut dire que la tête fait du mot et de la forme le double exact de la chose. La tête veut se représenter tout ce qui est extérieur à elle. La représentation est un outil important pour elle. La représentation permet à la tête de faire semblant. La représentation lui permet de croire. La tête se sert indifféremment de la forme ou du mot pour dire la chose. Pour la tête, la forme est la chose. Pour la tête, le mot est la chose. Pourtant, le mot fait de l'être ne ressemble pas du tout à la chose. Le mot est le double de la chose qu'il représente, mais lui est totalement différent. La dissemblance entre la chose et le mot n'est pas importante pour elle. Seule la forme ressemble. Quand, sur une surface, les traits définissent un contour que la tête identifie comme une forme double d'un mot, on peut dire que les traits permettent à la tête de reconnaître la chose comme le mot, simultanément, mais pas également. Les traits, quand ils font apparaître le contour d'une chose sur la surface, produisent dans le même temps l'apparition dans la tête du mot correspondant.
Les traits, en copiant une chose extérieure à la tête, copient aussi pour elle le mot de la chose. La copie est une reproduction. La tête passe son temps à reproduire, c'est son passe-temps, sa réussite. Reproduire pour la tête, c'est faire rentrer docilement les traits dans des formes que la tête connaît déjà. Reproduire sur une surface, c'est faire rentrer les traits dans la rubrique d'un dictionnaire. Reproduire n'est pas dessiner. Le dictionnaire n'est pas fait que pour les mots. Le dictionnaire dans lequel se consignent toutes les formes n'est consultable par la tête que dans la tête. Les procédures de cette consultation sont une énigme pour elle. Tout ce qu'elle sait de ces dictionnaires, c'est que celui des formes est plus souple et malléable que celui des mots. Les dictionnaires sont des casernes où se tiennent les gardiens des formes et des mots. Il y a moins de policiers affectés aux formes que de policiers affectés aux mots, car la tête aime collaborer. Un ou deux bords suffisent à la tête pour retrouver une forme qu'elle connaît. Un ou deux bords suffisent pour qu'un mot désignant la forme arrive dans la tête. Trouver un mot désignant une forme sur la surface relaxe la tête. Les traits que la tête reconnaît comme réalisant une forme référencée par la tête produisent des similitudes. La similitude est un confort pour la tête, est une donnée pour la tête, est un cul-de-sac pour la tête. La similitude est sombre. La similitude est une commémoration. La similitude est contraignante pour la tête car elle impose à la tête de prévoir là où la main doit être guidée sur la surface. Elle permet à la tête de croire qu'elle est dans le monde. La similitude permet à la tête de croire qu'elle peut reproduire le monde. La similitude permet de croire que le monde est divisible, fragmentable par la tête, qu'il est une surface pour la tête, qu'il est à la portée de la tête, que la tête peut embrasser le monde. La similitude permet de croire que la tête et la surface sont des miroirs qui se réfléchissent mutuellement. La similitude peut fatiguer la tête aussi. La similitude est une force au service de la tête chargée du maintien d'un ordre imposé aux formes. Ordre imposé aux formes par les mots. Pour être déclarée similaire par la tête, une forme doit y être référencée avec le mot qui est son double. C'est par la comparaison entre la forme référencée et le contour que la similitude est confirmée par la tête. Pour la tête, la similitude est un poison de surface. La similitude pose ses conditions à la tête. Elle s'apprécie par la capacité qu'ont les traits de donner à la tête des moyens suffisants pour qu'ils permettent de retrouver la chose équivalente dans le stock de formes qu'elle détient. Cette équivalence doit être portée par un mot pour être déclarée similaire. La tête a peur de ce qu'elle ne connaît pas. La tête aime bien exclure de la surface tous les traits qui ne produisent pas de la similitude. La tête aime mieux que la main lui soit soumise, la tête veut que la main soit à son service. Les traits que fait la main sont ressemblants si et seulement si ils sont des contours communs. C'est pas trop long. Les contours communs sont dans toutes les têtes. Les contours communs sont des formes qui sont aussi des mots pour la tête. Les contours communs se lisent, sont un vocabulaire, sont des gardiens de surface. Grâce à eux, la surface devient plus facilement un espace pour la tête. L'espace sur la surface se niche entre les contours communs. L'espace entre les contours communs semble plus grand que la surface elle-même. L'espace entre les contours communs est considéré par la tête comme vide. La tête déclare que c'est le monde. L'espace est un écarteur. Toutes les têtes n'ont pas le même écarteur à leur disposition. L'espace sur la surface commence depuis le bord extérieur des traits composant le contour commun. Chaque trait composant un contour commun a un bord extérieur et un bord intérieur. Le bord intérieur d'un contour est ce qui permet à la tête de reconnaître la forme sur la surface. Ce qu'il y a à l'intérieur du contour est la chose pour la tête. Le contour commun circonscrit, c'est son intérieur. La tête aime bien les intérieurs que la surface révèle. La tête y reconnaît la chose
quand la chose sur la surface est reconnue, le mot qui est son double arrive immédiatement dans la tête. Le bord extérieur d'un contour ne définit rien pour la tête. Le bord extérieur d'un contour est pour la tête la ligne de contact avec l'espace. L'espace est aussi ce qui traverse les formes sur la surface. L'espace naît du premier trait sur la surface. Après le premier trait, l'espace est partout. L'espace est un brouhaha pour la tête. L'espace est un échangeur, de la logistique pour la tête. L'espace n'accroche pas les mots que la tête lui donne. Les mots donnés par la tête s'y engouffrent. L'espace fait fuir les mots. Alors la tête déclare que cet espace est le fond. Le fond est ce qui n'a pas de forme. Ce qui n'a pas de forme n'a pas de mots non plus. La surface, en devenant fond, devient l'espace qui accueille les contours communs, qui porte les contours. Le fond est l'espace agité par des formes. Le fond n'existe que par les formes reposant sur lui. Le fond, pour la tête, est un abîme, où reposent des formes est abîme ce qui laisse la tête sans mots, ce qui est profond pour la tête. Le fond est sombre, il repose la tête. Le fond ne fait pas de différence, il n'a pas besoin de ressemblance pour être ce qu'il est pour la tête. Le fond ne ressemble à rien. Le fond est un décor. Il permet au contour commun de se mettre en valeur. Le fond magnifie la forme. En magnifiant la forme, le fond magnifie le mot, double de la forme. Le contour commun repousse le fond. Le contour commun veut se mettre à la place du fond. La tête considère toujours que le fond est derrière la forme, définie par un contour commun. Un fond ne peut pas être devant une forme. S'il l'est, c'est la forme qui devient fond, et le fond, la forme. Le fond permet de discriminer les contours, d'identifier les formes nommées par la tête. Discriminer, c'est distinguer. Distinguer pour la tête, c'est lui donner les moyens de suivre les traits du contour et faire apparaître dans la tête la chose et le mot qui lui correspondent. La tête passe son temps à discriminer. La discrimination est sa manière d'être. La discrimination lui permet d'être en contact avec la chose. Par la discrimination, la tête peut rentrer dans la chose, peut connaître la chose. La discrimination aide la tête à trouver le mot correspondant à la chose. La tête a besoin d'isoler la chose, a besoin des contours pour sentir l'existence de la chose. Le trait qui fait contour a de grosses conséquences pour la tête. Le trait qui fait contour fait naître le fond sur la surface. Le fond donne au trait un intérieur, donne au trait un extérieur. L'intérieur d'un trait est la limite de la chose, c'est son point ultime, son bord. Pour la tête, le bord est un début et une fin. C'est par ces bords que la tête reconnaît la chose sur la surface. Elle en a besoin pour trouver le mot qui correspond à la forme. Une chose sans bord n'est pas possible pour la tête. Une chose sans bord est un fond pour la tête. Cela est une donnée. Cela est le cadre de la tête. Cela est ce que la tête veut confirmer sur la surface. Mais la main n'en veut pas. Car la surface est un terrain d'exercice pour la main. Le fond, encore plus. Quand la tête fait un trait sur la surface, elle peut le continuer ou l'interrompre. La tête préfère toujours que la main continue les traits qu'elle a commencés. En se continuant, les traits faits par la main deviennent toujours des contours communs. La tête ne peut demander à la main que ce qu'elle connaît déjà. La tête veut toujours faire répéter la main, mais la main peut arrêter net le trait sur la surface. La main qui arrête net un trait sur la surface cherche un autre espace sur la surface pour faire le trait suivant. Ces deux traits seront autonomes sur la surface et ne garderont pas la marque de leur succession. La main sans la tête n'a pas de mémoire. Interrompre un trait pour la main, c'est ne pas suivre les ordres de la tête. Interrompre un trait pour la main, c'est refuser le commun des contours. Interrompre un trait, c'est désarticuler le commun. C'est pour la main avoir la possibilité de sillonner sur la surface sans la tête. C'est prendre
c'est suspendre le parcours prévu par la tête. Interrompre le parcours, c'est donner une chance à la main, sans la tête. Interrompre le parcours est pour la main un exercice d'émancipation. Quand la main s'émancipe de la tête, celle-ci s'éloigne de la surface. La tête peut se retirer de la surface et laisser la main seule. Quand la tête s'éloigne de la surface, la main, elle, s'en rapproche. Quand la tête est éloignée de la surface, elle fait silence. Quand la tête est éloignée de la surface, la main devient livrée à elle-même. Quand la main est livrée à elle-même, elle devient rapide sur la surface. Quand la main est rapide, la surface devient centre d'accueil pour la main. Centre d'accueil pour traits tout venant, traits sans but, lancés par la main, traits autonomes, dispersés par la main sur la surface, traits sans forme fixe, traits sans destin, abandonnés par la main, traits en rupture, traits divergents, traits en cessation, jetés sur la surface à la va comme je te pousse. Des traits qui rayent la surface comme on raye une portière. Des traits pour exciter la surface, des traits largués par la main pour se venger d'elle, de toutes les surfaces qui déjà ont refusé la main, fait échouer la main. Alors la main cogne la surface, des coups successifs, des coups discontinus. Quand la main est livrée à elle-même sur la surface, elle peut faire avec l'instrument des traits en rafale. La main, sans la tête, se sert de la surface pour faire des traits à l'aveugle, à la bonne fortune. La main se sert de la surface pour ne pas copier. La main se sert de la surface pour ne pas faire de contour. La main fait réagir la surface par l'addition des traits. La main fatigue la surface. La main se met au rythme des traits. La main ne sait plus où elle va. La main est très seule, sans la tête. La main ne sait plus rien de la tête, plus de contour, plus de clôture. La main secoue la surface, la transperce de part en part. Les traits sont une brisée sur la surface. Les traits affolent toute la surface. Les traits sans direction se font lignes sous la main, lignes en fuite où glissent des forces disjointes. Plus d'extérieur, plus d'intérieur. Lignes revêchent même à leur propre contour, lignes en fulgurance sur la surface, lignes surface sur la surface. Silence dans la tête retirée. Ces traits lui sont une offense. Ainsi se creuse un autre espace aux ressemblances fluides, aux symétries liquides, une autre symphonie. À force de recueillir des traits, la surface devient broussaille, foutoir potentiel, grisaille. La surface devenue broussaille est une secousse pour la main. Seule la main peut se saisir de ce qui n'a pas de forme, pas la tête. Alors la main continue d'irriter la surface jusqu'à son occlusion. La main fait des éclairs avec les traits sur la surface. La surface transforme les traits qui s'y additionnent. Les traits qui s'additionnent deviennent lignes, deviennent des tranchées aléatoires. Mais bientôt, la surface sature, se tend, se déplie pour appeler la tête, pour que la tête libère la surface de la fougue de la main, de sa cruauté dérivante, de son acharnement rieur. Alors la main ralentit son matraquage. Quand la main ralentit, la tête revient pour s'allier à la surface, contre la main. Quand la tête prend le dessus sur la surface, le dessus sur la main, le calme revient. Un calme que la tête impose. Un calme qui laisse la main brûlante. Un calme qui permet à la surface d'être entendue par la tête. Un calme qui permet à la surface d'être désirée par la tête. Mais la tête ne sait pas désirer l'ombre. Pour désirer, la tête doit fouiller dans l'obscur de la surface. Pour désirer, elle doit tirer vers le clair tous ces traits devenus lignes, des lignes sans direction, inconstantes, un charabia, une horreur pour la tête, un casse-tête pour la tête. C'est d'abord une catastrophe, un mystère. Mais la tête insiste. La tête fait de la surface une devinette, un jeu pour elle, une enquête pour la tête. Et la tête s'obstine à sillonner la surface avec précaution, sans a priori.
À force de cheminer parmi tous les traits épandus, mais encore frétillants, la tête se fait une route inaugurale sur la surface. Cette route a une forme que la tête retient, et la surface le sent. Elle se fait ronde, soudain accueillante pour la tête. La surface se fait émettrice de signaux bienveillants qui font du bien à la tête. Et sous le poids de ce qui se découvre, la surface se cabre, se retourne. Le retournement de la surface est un signal pour la tête égarée, signal de possibles accessibles. Et possible pour la tête ce qui porte un nom. Alors la tête peut se rapprocher de la surface. Quand la tête se rapproche de la surface, la main refroidit. Mais la tête circule sur la surface. Maintenant, la tête se sert de tous les traits pour faire un parcours. Maintenant, la tête cherche sans trouver ce qu'elle connaît. Elle trouve sans chercher ce qu'elle connaît. La surface n'est plus miroir pour la tête. La surface est une piste où flotte la tête sans la main. La tête parcourt la surface. La tête n'a aucun mot pour dire la surface, une langue étrangère. Une surface sans vocabulaire. Mais c'est une surface loquace, opiacente pour la tête, un bonheur muet. La tête n'est jamais pressée. La tête n'est pas pressée par la main au repos, non plus que par la surface. La tête a son temps. Elle profite de la surface. Quand la tête se rapproche de la surface, la main s'écarte d'elle. La tête domine de nouveau la main. La tête a repris la main, la tête domine la surface, la tête domine tout. La surface offre à la tête ce qu'elle n'attendait pas, une rencontre. Un séjour rien compris. La surface berce la tête sans mots. Le dessin est là. Offert à la tête, surprise pour la tête, ouvert aux quatre vents. C'est un agencement de surface qui fait figure. La surface peut être un tableau. Merci.